Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires French Cluster, donc les American Business Bootcamp. Et même si le nom est en anglais, rassurez-vous, ils auront bien lieu en français. Donc, il s'agit d'un guide de démarrage rapide pour développer votre business aux États-Unis depuis la France et dans le contexte international que nous connaissons et qui limite fortement les déplacements. Donc, ce bootcamp est organisé par le French Cluster, qui est un pool d'experts francophones basés aux États-Unis, qui possède une parfaite connaissance du marché américain et qui souhaite aider leur communauté à mieux réussir et en toute bienveillance. Leur devise, donnant du sens à l'excellence. Donc, vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site www.frenchcluster.com. Ce webinaire, il est réalisé en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes que je représente aujourd'hui, Business France et bien entendu French Cluster. Aujourd'hui, le programme, on va aborder 3 thématiques. Le premier sur les écosystèmes business américains. Le deuxième, c'est pourquoi est-il essentiel d'adapter sa stratégie marketing avec le retour d'expérience d'un entrepreneur dans le foot à 5, le 5. Et dernière thématique, comment utiliser le e-business pour vendre sans se déplacer. Donc, pour ma part, je suis Julie Desbiton. Je travaille pour l'Agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je suis en charge d'accompagner les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes à se développer à l'export et notamment sur les États-Unis et le Canada. Et je porte également le dispositif de volontaires à l'international en entreprise à temps et coûts partagés. Je vais proposer, avant de démarrer, à nos speakers de se présenter en 1 minute, juste pour bien respecter et éviter des soucis techniques. Je vous inviterai à bien couper le micro quand vous ne parlez pas. Donc, je vais proposer à Alexandrine de démarrer sa présentation. Oui, merci Julie. Bonjour, donc Alexandrine Romestan, je travaille chez Invest in Grenoble-Alpes. C'est le service de promotion et d'attractivité rattaché à Grenoble-Alpes Métropole. On est en charge de l'attractivité économique du territoire en France et à l'international. Et on détecte et on accompagne les projets pour l'implantation de leur activité sur notre territoire. Donc moi, je suis plus particulièrement en charge du programme FACE que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je suis également en charge de la coordination de l'accueil des délégations internationales à Grenoble dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne. Merci beaucoup. Je propose Sharon. Oui, donc Sharon Rebinder, je suis basée à Los Angeles et je couvre l'Amérique du Nord pour les agences Invest in Grenoble-Alpes, donc Alexandrine est une collègue, et aussi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Invest in Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Donc, je travaille aussi avec Julie. Donc, je suis censée attirer les sociétés américaines et canadiennes en France, dans la région, et je finis aussi par aider les sociétés et laboratoires et universités, etc., qui me contactent pour du réseau aux États-Unis et au Canada. Et voilà, donc tout ça, c'est mon day job. Et je suis aussi active dans la Los Angeles Venture Association, par exemple, où je gère la communauté internationale qui s'appelle Global Lava. Voilà. Merci beaucoup, Sharon. Je vais proposer à Julien de se présenter. Bonjour, Julien Lacomblaise. Donc, j'ai fondé Zicactus, qui est une agence marketing sur la région de Chicago, où j'ai émigré il y a de ça 6 ans. On travaille pour des marques non seulement américaines, mais également beaucoup de marques européennes qui souhaitent s'implanter sur le marché américain, enfin nord-américain en global. Et on s'occupe d'adapter leur stratégie marketing et de développer leur activité sur les États-Unis jusqu'à une future expansion de leur filiale. Merci beaucoup, Julien. Merci. Sébastien Abonnel. Bonjour à tous, merci Julie. Écoutez, Sébastien Bonnel, 36 ans, basé à Los Angeles, marié et papa de 2 petites filles, expatrié depuis maintenant 2 ans à Los Angeles, fondateur du concept Lab 5 et aussi d'un concept justement de foot à 5 en France, d'où l'intérêt de cette intervention dans ce panel-là.
on reviendra plus tard sur les enjeux, les perspectives et les difficultés aussi à franchir le cap et à avancer sur un nouveau territoire avec des contraintes qui sont assez importantes dans le cadre d'une expatriation. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Et deuxième Sébastien. Oui, bonjour à tous. Donc, Sébastien Idiani, je suis le fondateur et le responsable exécutif d'une agence qui s'appelle Seuil Culto, agence qui est positionnée sur 3 grands territoires que sont Buenos Aires, Chicago et la France, Grenoble en particulier. Nous accompagnons les entreprises dans leur déploiement sur les différents territoires et en particulier aux États-Unis. Nous sommes en charge effectivement d'accompagner ces marques, les entreprises, qu'elles soient dans le secteur B2B, B2C, dans les moyens de générer de la croissance en utilisant en particulier les canaux digitaux, ce dont on parlera effectivement en fin de session. Merci beaucoup à tous. Je vous propose de passer directement aux écosystèmes business US avec Sharon et Alexandrine. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous la voyez? C'est bon? OK. Donc, pas pour l'instant, on voit ta slide American Business Bootcamp. OK, voilà. Là, c'est bon. Donc, pour parler des écosystèmes business US et France, donc je vais commencer par donner un peu un overview du pays, du continent. Je vais parler de ce qui est utile dès le début. Je vais donner un peu l'exemple de Chicago parce qu'il y a pas mal de gens liés à Chicago ici. Et puis, Alexandrine va me suivre pour parler du programme FASE, French Alps International Startup Exchange. Et donc, la première slide, donc, ça montre les emplois dans les clusters tech. Moi, je suis désolée, la plupart des sociétés avec lesquelles je travaille sont dans la tech. Et donc, je vais surtout parler des écosystèmes tech aux États-Unis et au Canada. Donc, on voit, les usual suspects, il y a bien sûr 3 endroits en Californie, il y a Seattle, Vancouver au Canada, Calgary, Montréal, Toronto. Donc, je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais on voit à peu près les grands centres d'excellence en tech. Si jamais on voulait s'appuyer sur tout ce qui est French Tech aux États-Unis et au Canada, il y en a donc 2 hubs à Montréal, au Canada, à Montréal et à Toronto. Aux États-Unis, il y a encore les usual suspects. Il y en a encore plus à venir, je pense. Mais ça, c'est juste pour montrer là où il y a quand même une communauté française qui pourrait vous appuyer. Les plus grands sites aux États-Unis, je ne vais pas rester dessus parce que je n'ai pas trop le temps. Et la dernière fois, pour le premier webinaire, j'avais couvert un peu les connexions, par exemple, les connexions entre les pôles de compétitivité pour l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais couvert Minologique et Tenersis et leurs liens. Aujourd'hui, je pensais couvrir plus l'Auvergne-Rhône-Alpes et leur connexion aux États-Unis et au Canada. Pour vous dire qu'il faut peut-être d'abord regarder autour de vous dans votre secteur et où sont les liens que a votre région en Amérique du Nord. Donc, il y a le réseau Hydrogen Connection. Business France a monté ça cette année et Auvergne-Rhône-Alpes est membre, donc avec Grenoble et tout le reste dans la région. Donc, avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, je suis à Los Angeles pour l'Amérique du Nord. La région a un MOU de longue date avec l'État de Pennsylvanie, donc Philadelphie, Pittsburgh, etc. Donc, on pourrait peut-être essayer de jouer, de renforcer les liens et jouer les pistes là. Il y a avec le Centre Jacques-Cartier un lien avec Montréal et le Québec. Le Centre Jacques-Cartier et les entretiens Jacques-Cartier, donc ça, c'est à explorer. Il y a des échanges en ce moment avec Ontario et des échanges avec la Caroline du Nord. Et par rapport à tout ce qui est MedTech, il y a Medical Alley avec Minneapolis. Et il y en a beaucoup plus, mais bon, je mentionne juste les plus grands aujourd'hui.
Alors, je voulais donner un peu l'exemple de l'écosystème de Chicago parce qu'il y a pas mal de gens de Chicago aujourd'hui. French Cluster a aussi un chapitre à Chicago et j'ai discuté donc avec Sébastien Yanni et aussi avec la Chambre de commerce franco-américaine à Chicago pour savoir parce je pense que quand les Français pensent aux États-Unis, ils oublient peut-être certaines villes. Donc, par rapport à ça, l'exemple de Chicago, c'est une place logistique centralisée. Il y a une banque locale qui accepte d'ouvrir des comptes pour les entreprises non résidents. C'est important parce que ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Donc, l'environnement économique autour est favorable. Le consulat de France à Chicago est le plus grand dans le Midwest. Il y a un lycée français. La Chambre de commerce franco-américaine de Chicago est très, très active et dynamique. Il y a des incubateurs, il y a des actions comme le World Business Chicago, Chicago Tech et P33 à explorer. Les incubateurs, donc il y en a qui sont pour tout secteur, donc 1871. M-Hub, c'est pour le manufacturing. Le Connectory, c'est pour l'IoT. Matter, MedTech, Duality pour tout ce qui est quantum. Donc, les pays européens ont des chambres et bases là-bas. Il y a la facilité de connexion avec l'Europe, etc. Et il y a seulement 7 heures de décalage avec l'Europe. Et maintenant, je passe la main à ma collègue Alexandrine. Oui, merci Sharon. Donc moi, je vais vous présenter rapidement le programme FAZE, donc French Alps International Soft Landing Exchange, qui a été lancé début 2020 par 3 acteurs, donc la French Tech in the Alps, mon équipe Invest in Grenoble et l'incubateur Tarmac. On a également des partenaires au niveau local à Grenoble et à l'international. Prochaine slide, Sharon, s'il te plaît. Donc, rapidement sur FAZE, on a pu lancer le programme grâce à une subvention du French Tech Community Fund. L'idée pour l'année 2020, donc pour Phase 1, c'était d'étendre le programme entre 3 écosystèmes, donc Grenoble-Alpes, Taipei à Taïwan et Vancouver en Colombie-Britannique. Mais c'est un programme qui se veut dans la continuité, ce n'est pas une mission one-shot. Donc, on a lancé Phase 2, où l'objectif, c'est de digitaliser le programme compte tenu de la situation sanitaire et également de l'élargir à de nouveaux écosystèmes, notamment en Amérique du Nord. Donc, les objectifs, c'est d'abord d'aider les startups à se développer à l'international, et ça marche dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aider les startups grenobloises à aller à l'international et aussi d'accueillir les startups internationales qui sont intéressées par Grenoble. Et donc, pour ça, on organise notamment des masterclass sur les aspects juridiques, culturels et financiers, et on organise aussi des bootcamps dans les écosystèmes partenaires, où là, il s'agit de 4-5 jours en immersion pour les entrepreneurs sur place, où ils peuvent découvrir l'écosystème, rencontrer des acteurs, participer à des rendez-vous B2B. Le deuxième objectif de FAZE, c'est de prendre en compte l'aspect personnel, puisque une implantation à l'étranger, au-delà d'être un choix professionnel, c'est aussi un choix de vie. Donc, on veut vraiment aider les entrepreneurs dans ce sens-là. Et enfin, le troisième objectif, c'est de permettre aux startups d'identifier des hotspots, c'est-à-dire de découvrir des hauts lieux de l'innovation auxquels elles ne pensent pas forcément, d'aller au-delà en fait, de Shanghai, la Silicon Valley ou Paris, et de trouver des écosystèmes propices à leur développement. Slide d'après, Sharon. Merci. Donc, sur les écosystèmes partenaires de FAZE, en rose, on voit les écosystèmes dans lesquels FAZE est déjà actif. Et en bleu, les écosystèmes dans lesquels on est en train de mettre en place le programme. Donc pour les États-Unis, notre objectif en 2021, c'était notamment de travailler avec Phoenix et le Research Triangle en Caroline du Nord. On a pris un peu de retard à cause de la pandémie, mais du coup, on va essayer de mettre ça en place en 2022. Et on est également en train d'essayer d'élargir le programme à Los Angeles et Upstate New York. On a des discussions avec ces écosystèmes. On choisit les écosystèmes d'une manière bottom-up, c'est-à-dire qu'on se base sur des échanges qui existaient déjà, sur des contacts. Par exemple,
pour Taïwan, on avait déjà des échanges entre Grenoble et Taïwan de start-up, donc on ne part pas de rien. Voilà, on part d'échanges qui existent déjà et on choisit des écosystèmes qui peuvent accompagner complètement les startups, c'est-à-dire avec des incubateurs, des investisseurs, des coachs, etc. Voilà, donc ça, c'est nos contacts. Donc, à Grenoble, c'est Véronique Pequignat et moi-même. Et aux États-Unis, du coup, c'est Sharon. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site www.face.tech. Merci. Merci, un grand merci Alexandrine et Sharon pour cette présentation. Juste pour rappel, vous aurez l'opportunité de poser vos questions à la fin de la session. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Je propose maintenant qu'on passe au second thème qui est d'adapter sa stratégie marketing, donc avec Julien et Sébastien. Bonjour à tous. Oui, pour vous parler un peu de marketing sur le marché américain, une des premières choses qu'il s'agit de faire pour éviter toute erreur, parce que on n'a pas beaucoup de chance pour s'implanter sur le marché américain. Et par rapport à mon expérience, une des premières erreurs que une entreprise française ou même européenne peut faire sur le marché américain, c'est penser que et supposer que les clients qu'ils ont sur leur marché maison soient les mêmes sur le marché américain. Donc c'est une grosse erreur à ne pas faire de supposer donc qu'on aura les mêmes types de clients, que donc on va utiliser la même stratégie sur le marché américain. Donc en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Donc adapter sa stratégie au global, c'est un gros projet qu'il faut prendre en compte. Il faut établir un budget pour cela et ne pas se dire qu'on va y aller comme ça. Il faut planifier ça en avance et ne pas se laisser seulement peut-être quelques jours, quelques semaines pour se lancer. Il faut établir donc une vraie stratégie là-dessus et Sébastien pourra en parler sur son cas personnel. Donc en fait, beaucoup de choses sont à faire. D'un premier point de vue au niveau branding, c'est adapter son message pour le marché américain. Il faut que ça résonne avec la clientèle locale. Donc, en fait, il faut que votre message, vous puissiez l'adapter à ce qui se fait sur les États-Unis. Qui sont vos clients? Il faut que vous puissiez trouver le bon type de client, créer vos personas, comme on dit en marketing, pour vendre vos produits. Sébastien aussi pourra en reparler plus tard pour le digital. Il faut savoir aussi également sur quels canaux vous allez évoluer. Est-ce que vous allez travailler en B2C, donc directement avec le client en direct? Est-ce que vous allez passer par des retailers, donc des revendeurs de vos produits, de vos services avec lesquels vous allez travailler? Il faut savoir, est-ce que je me lance en direct, c'est-à-dire que je vais créer directement ma structure sur place, ou est-ce que je vais me lancer avec des partenaires qui me permettront de faire un lancement en plusieurs étapes sur le marché américain? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à définir en amont avant de se lancer. Donc, comme je disais, adapter sa stratégie marketing, adapter son branding, c'est faire passer un message auprès de la population locale et aussi savoir où est-ce que je vais me lancer. Parce que les États-Unis, c'est un pays tellement vaste, un continent à lui tout seul, que les clients que vous allez trouver sur la côte Est ne sont pas forcément les mêmes qu'ils sont sur la côte Ouest. Ils n'ont pas du tout le même mode de vie, ils ne pensent pas de la même manière, ils ne réagissent pas de la même manière. Donc, il faut adapter votre communication et votre stratégie également par rapport à ça. Par rapport à votre marketing, sur quels canaux donc, vous allez évoluer, parce que par exemple, les social media, les réseaux sociaux sont vraiment très importants, mais les personnes, vos potentiels clients ne sont pas forcément sur les mêmes canaux que vous avez en France ou en Europe. Vous avez par exemple une très très forte propension pour la
population jeune à être sur Snapchat plutôt que d'être sur Facebook ou Instagram. Aussi, c'est non seulement selon vos clients, mais aussi également selon votre industrie, parce qu'il y a certaines industries qui vont avoir besoin d'être visibles sur certaines plateformes, type Instagram, type LinkedIn, type Twitter, même Pinterest. Donc, il y a vraiment une grosse multitude de différents canaux et qui pourront être adaptés. Sébastien en parlera sûrement avec la stratégie digitale. Donc, en fait, il faut connaître ces différents points que vous souhaitez pour souhaiter s'implanter aux États-Unis. Et pour le faire, une des meilleures façons de le faire, c'est de trouver un partenaire local. Parce que qui de mieux qu'un local peut répondre à ces questions, peut vous aider à répondre à ces questions. C'est bien beau d'arriver et de dire, bah oui, mais moi j'ai mon staff qui va le faire depuis la France ou qui va le faire depuis l'Europe. Ça marchera pas forcément. Ça peut marcher, hein, je dis pas le contraire, mais le mieux c'est de s'appuyer sur des partenaires locaux pour pouvoir mettre en place la bonne stratégie. Et le fait de travailler aussi également avec des partenaires, ça peut aussi vous permettre de tester le marché avant de vous implanter en direct. Parce que si vous ratez quelques étapes en testant le marché simplement avec des partenaires, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'arriver avec vos grands sabots et de vous implanter directement. Donc, ça pourrait être aussi un aspect intéressant pour vous, une étape intéressante pour vous développer sur le marché américain. Donc, ce que l'on suggère, c'est vraiment d'adapter son branding, vérifier que ce que vous avez travaillé veut bien dire la même chose. Donc, ça passe pas non seulement avec la traduction de votre site Internet ou de vos outils de communication, mais c'est vraiment de changer cela pour que ça vraiment ait un sens avec les clients locaux, parce que le message traduit peut ne pas résonner avec ce que les clients locaux veulent entendre ou les choses auxquelles ils réagissent. Donc, ce n'est pas faire de la simple traduction. Et si vous travaillez avec des traducteurs, ce qui est fortement recommandé, ils vous le diront eux-mêmes. Il ne s'agit pas de faire de la traduction mot par mot. Donc, en fait, il faut adapter tout ça. Ensuite, adapter son message, raconter son histoire, parce qu'aux États-Unis, les Américains sont très friands de ces choses-là. Ils aiment savoir avec qui ils font du business ou avec qui ils achètent, auprès de qui ils achètent. Donc, c'est un peu différent de ce qui se fait en Europe. Ils veulent avoir une relation particulière avec la marque avec laquelle ils travaillent. Je ne sais pas si mon temps est épuisé ou si j'ai encore un peu de temps. Très peu de temps, parce qu'il va falloir qu'on passe au témoignage de Sébastien. Je peux passer la main, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est assez lié à ce que Sébastien va dire. Donc, de toute façon, le message va être continué sur sa partie, il n'y a aucun problème. Merci, Julien. Bien. C'est bon, oui. Vous m'entendez? Oui. Super. Écoutez, rebonjour à tous. Alors, mon discours et mon intervention va beaucoup faire écho forcément à ce que vient de dire Julien. Je vais un petit peu passer rapidement en revue et ce qui a fait que ça a marché et ce qui a fait que des fois ça n'a pas marché. Donc, globalement, pour revenir sur une petite partie de présentation, donc Sébastien Bonnel, je suis le gérant de Soccer Center, une marque de groupe de five-a-side qui est le 5 contre 5 en France, à Aix-en-Provence. Et il y a quelques années de ça, on a décidé de tenter l'aventure américaine et de se lancer dans le bain de l'American Dream, comme beaucoup de monde souhaite le faire depuis la France. Mais ce move aux US, il s'accompagne quand même de beaucoup de choses à voir au préalable. Lancer un concept aux États-Unis n'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup
de complications, beaucoup de choses à prendre en compte lors d'une expatriation et l'expatrier un concept. Donc l'idée c'était comment faire face à un nouveau marché et comment attaquer ce nouveau marché-là. Alors, fort d'une expérience de plus de 10-11 ans sur le marché français, dans notre domaine d'activité, on s'est dit, bah, oui, ça va être facile. Ça va être facile, on maîtrise notre domaine d'activité, on maîtrise nos compétences, on sait ce qu'il faut faire, on connaît nos offres, ça va marcher, on est confiant. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Comme disait Julien, le marché américain, et notamment celui de Los Angeles où on se trouve, ce sont des marchés qui sont très, très particuliers, avec des cultures de consommation qui sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître en France, un positionnement qui est complètement différent aussi. Donc l'enjeu, c'était comment traverser l'Atlantique en ne perdant pas notre identité, en restant nous-mêmes et en faisant ce que nous, on sait faire depuis la France, mais évidemment l'adapter sur le marché américain. Donc pour ça, il a fallu quand même qu'on effectivement, les 11 ans d'expérience dans le domaine d'activité, on se dit c'est bon, on n'en a pas, on y va au feeling et ça marchera. Eh ben non, en fait, ça ne marche pas. Le feeling, on l'a, ça marche 9 fois sur 10, mais une fois où on se plante, eh ben, ça fait vachement mal. Donc, on a dit, on part d'un concept très simple, on repart de zéro. Nouvelle culture, nouvelle approche, donc nouvelle analyse de marché. Donc, on a fait une analyse de marché, on est passé par une analyse de la concurrence aussi. Dans notre secteur d'activité, les centres de foot 5 ne sont pas légion, heureusement, mais ça nous a permis aussi d'identifier clairement le positionnement de chacun des acteurs qui étaient déjà sur le marché, comment ils s'adressent aux joueurs de foot, comment ils parlent à la population locale. Le marché de Los Angeles et celui de Chicago, par exemple, ou de New York, ou peu importe, ce sont complètement des marchés qui sont extrêmement différents et qui méritent d'avoir une autre approche. Donc pour ça, on a, si vous voulez, on est parti du principe de base qui est on va retravailler tout ça et on a besoin d'adresser un autre message à la population US. Donc on a travaillé sur la définition d'un nouveau concept, en soi pas très éloigné de celui qu'on a déjà, évidemment, parce que c'est notre ADN, mais par contre, c'était pour la même activité, comment on parle aux habitants de Los Angeles, comment on parle aux joueurs de foot de Los Angeles, comment on va parler peut-être à la population de New York ou de Chicago ou bien d'autres villes. Donc, un réel enjeu. Donc, on s'est appuyé sur un vrai concept de développement de stratégie qui vient en appui sur la partie développement du projet. Donc, c'est une stratégie marketing qui supporte le projet sur 3 à 5 ans. On s'est appuyé évidemment sur Creavilia qui a pu aussi nous épauler dans la définition du concept, la définition du marché, les analyses de la concurrence, etc. Et puis, il a fallu adapter tout ça. Donc, la réalité terrain, c'est effectivement que malgré le fait que ce soit le même domaine d'activité et les mêmes approches, eh bien, dans la pratique en soi, eh c'est complètement différent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et là, je fais un petit peu écho à ce que disait Julien juste avant moi. Ce qui est très, très important, attention, ne partez pas comme ça à l'aventure sans être préparé. C'est un gros move, l'expatriation et le lancement d'un concept à l'étranger. Beaucoup d'entreprises françaises, grosses entreprises notamment, n'ont pas réussi, pourtant avec forcément beaucoup plus de moyens, mais n'ont quand même pas réussi, dans le sport notamment. C'est un marché, il faut y aller avec précaution et prendre prendre bien soin d'avoir tout l'accompagnement nécessaire avec nous. Donc nous, ce que nous avons fait, c'était évidemment de s'appuyer sur toutes les études possibles et inimaginables, mais aussi effectivement de s'appuyer sur un réseau local. Si vous n'êtes pas en local, si vous n'êtes pas dans la ville dans laquelle vous targetez, ça va devenir très, 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 très compliqué. Donc, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de s'appuyer sur un tissu local qui va vous permettre, d'avoir les connexions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient dans le marketing, dans la communication, qu'elles soient dans toutes sortes si vous voulez, de domaines d'activité, mais qui va vous permettre réellement d'être implanté au sens le plus large du terme. Évidemment, les perspectives, parce que c'est un réel enjeu aussi, les perspectives d'évolution et de développement sur
un pays qui compte entre 350 et 420 millions d'habitants, c'est évidemment pas la même caisse de résonance que la France. Donc, c'est un marché qui est très porteur, sur lequel vous pouvez vous projeter très facilement et envisager un développement ou un déploiement à grande échelle, c'est certain, beaucoup plus qu'en France. Mais attention, je dirais, je vais m'arrêter là, après je vais passer la parole, mais le mot de la fin, c'est de dire soyez préparés, entourez-vous de tous les conseils et supports possibles, qu'ils soient juridiques, légaux, marketing, communication, parce que si vous partez seul, même fort de votre expérience, peu importe le domaine d'activité, c'est plutôt compliqué. Voilà, c'est un petit peu mon expérience en local. Donc, soyez préparés, entourez-vous, et ensuite, vous pouvez attaquer le marché américain sans aucun problème. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, pour rappel, vous êtes installé aux États-Unis depuis 2019. Et merci à Julien. Je propose qu'on passe à la dernière thématique qui concerne le e-business pour vendre sans se déplacer avec Sébastien Yanni. Oui, bonjour de nouveau. J'espère que vous voyez mon écran. En avant-propos, je vais rebondir très rapidement sur tout ce qui a été dit préalablement, que ce soit par Alexandrine, Sharon, Julien ou Sébastien. Il est indispensable effectivement de se projeter aux États-Unis avec un appui, avec une plasticité telle qu'on peut l'appeler, c'est-à-dire une capacité de transformer son projet, son expérience française, européenne, et de pouvoir l'adapter avec une certaine malléabilité pour pouvoir rentrer sur et je dis plus souvent, moi, d'un point de vue marketing, sur les marchés américains. Sébastien l'a très bien illustré. Le marché de Los Angeles n'est pas le même que celui de Chicago, qui n'est pas le même que celui de Houston ou encore celui de New York. Dans cet esprit-là, je me propose ici de faire une incartade plus opérationnelle. On va rentrer dans la partie e-business. Comment, avec une question qui est très ambitieuse, c'est comment vendre sans se déplacer finalement. Et pour répondre à cela, je vais vous proposer 3 grands éléments de réponse. La première chose, c'est qu'il est indispensable, si nous souhaitons nous projeter aux États-Unis, de considérer que nous avons des nouveaux schémas de commercialisation. Ces nouveaux schémas ont commencé à apparaître bien avant la crise sanitaire que nous avons connue l'année dernière et cette année. On parle d'une révolution du numérique, on parle d'une prolifération de sites marchands, une perte de vitesse qui s'est accélérée et accentuée due à la pandémie, des changements des comportements d'achat et puis un rapprochement des comportements des achats en B2B et en B2C. Alors, je vais positionner une partie de mon discours effectivement sur la commercialisation de biens matériels. Évidemment, ce qui est crucial de comprendre, c'est que les logiques vont s'appliquer aussi sur l'immatériel. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu le débat entre B2B et B2C, mais là encore, essayons aussi de nous projeter entre le tangible et l'intangible. Maintenant, sur la commercialisation, comme nous le concevons, la structure de commercialisation a fondamentalement changé aux États-Unis sur les dernières années, on va dire sur les 4 à 5 dernières années. Et on a connu un changement radical où finalement, le canal de distribution est de plus en plus court-circuité. C'est-à-dire que les marques, les producteurs, les fabricants vont avoir une tendance à aller directement passer ou envoyer leurs produits fragmentés auprès des consommateurs. Alors cette technique-là, on l'appelle le dropshipping. En France, on sait que le dropshipping n'a pas bonne presse pour d'excellentes, sans doute, raisons. Néanmoins, aux États-Unis, la question du dropshipping est quelque chose qui est assez fondamental dans l'esprit des consommateurs, puisqu'ils sont dans un esprit de confiance, qu'ils savent qu'ils achètent un produit d'une marque et qui vient directement chez eux. Maintenant, vous le voyez là, en tout début de flèche, l'un des enjeux
d'un succès sur une stratégie de dropshipping dans la commercialisation directe, c'est évidemment d'avoir un stock aux US. Donc, ces nouveaux schémas de commercialisation, tels que nous les connaissons, en réalité, ont les mêmes enjeux. Et c'est là que je rebondis, j'essaie de faire un écho aussi fort que possible sur ce que Julien disait. La stratégie et le mix marketing se doivent d'être localisés. Nous ne pouvons pas répliquer à l'identique ce qui a été un succès en France ou en Europe, aux États-Unis. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Les petites, les moyennes, les grandes entreprises qui ont tenté cela se sont trompées et ont eu des grosses difficultés à pénétrer le marché américain et ça leur a coûté cher. De la même manière, alors là, c'est plus dans un esprit de commercialisation de biens tangibles, une logistique fluide est indispensable. Le maître aujourd'hui aux États-Unis, le maître étalon, c'est Amazon. On a une logistique fluide, on achète quand on est abonné sur Prime, on reçoit le bien sous 24 heures, c'est fluide, il n'y a pas de difficulté et c'est aujourd'hui le standard qui est espéré pour tout ce qui est fulfillment et logistique. Dernier enjeu qui est fondamental pour commercialiser aux États-Unis, c'est d'avoir une interface commerciale américaine. Qu'est-ce que j'entends par interface commerciale? C'est des préventes, de la communication, du marketing et puis aussi de l'attention client américaine. Les Américains, aux États-Unis, sentent tout de suite si les interlocuteurs ne sont pas nord-américains. Et s'ils ne le sont pas, pour eux, que ce soit un Français, un Allemand, un Indien, un Laotien ou un Argentin, c'est la même chose. Ils ne sont pas américains. Et effectivement, ça endommage effectivement toute la stratégie marketing. OK? Donc ça, c'est assez... c'est un contexte qu'on va dire de base. Maintenant, pour descendre ces schémas de commercialisation sur la partie digitale, eh bien, l'enjeu ou ce que nous recommandons, c'est de consolider une présence digitale forte. Il n'est pas nécessaire d'être présent physiquement aux États-Unis pour le faire, mais il est nécessaire de comprendre que la commercialisation digitale peut se faire par de nombreux biais qui sont pertinents ou pas vis-à-vis de notre marque et de nos produits. Premier enjeu, c'est celui de vendre naturellement et on peut et on recommande souvent de construire sa propre maison, sa présence propriétaire, une plateforme e-commerce. J'ai mis en avant Shopify parce que c'est l'un des leaders du marché qui marche extrêmement bien aux États-Unis. En Europe, on a PrestaShop. Aux États-Unis, ce PrestaShop n'existe pas. C'est Shopify qui a un leadership. Cette présence propriétaire est souvent un atout qu'on peut compléter avec une présence sur une marketplace hautement connue qui est celle d'Amazon. Alors, dans notre expérience, on a des clients qui ont commencé par Amazon et qui sont ensuite venus sur une présence propriétaire, ou de l'autre côté, des gens qui ont commencé par avoir une plateforme e-commerce et qui sont rentrés dans Amazon. Tout est possible. Il suffit effectivement, dans votre définition stratégique préalable, de définir ce canal de commercialisation. Au-delà de ces deux éléments donc, de commercialisation, il convient d'évoquer d'autres marketplaces. Alors, je vais en citer quelques-unes et je ne peux pas toutes les citer, elles sont beaucoup trop nombreuses, mais on parle de marketplace générique. Walmart, vous le connaissez, le géant de la distribution, Google Shopping, Target, le meilleur ennemi de Walmart, eBay, que vous connaissez aussi en Europe, sont autant de plateformes qui permettent de commercialiser des biens physiques sur le marché. Sur toutes ces plateformes-là, on peut faire de la commercialisation en B2C, au consommateur final, autant qu'en B2B. Okay? Donc, c'est assez important de les bien considérer et d'avoir dans son mix de commercialisation ces différents éléments qui sont complémentaires, parfois concurrents, mais qui vous permettent d'avoir une étendue commerciale assez forte. Au-delà de ça, vous allez avoir une somme incroyable de marketplaces spécialisés. Alors là, j'en ai nommé quelques-unes, Touch of Modern, Williams-Sonoma pour ce qui est les arts de la table et de la maison, Macy's qui est ce qu'on appelle le General Store, Wayfair dans tout ce qui est meubles, Walgreens sur les produits pharmaceutiques et beauté, Best Buy sur les technologies, et il y en a
tant d'autres qui sont disponibles sur le marché. Votre présence digitale est indispensable. Vous pouvez la construire de manière itérative en ajoutant petit à petit différents niveaux à votre politique, à vos actifs de commercialisation. L'un des éléments clés pour consolider cette présence digitale, c'est bien évidemment de le faire pour vendre, mais aussi et surtout avoir une présence digitale qui vous permette de fluidifier les opérations, et c'est pour ça qu'il vous faut généralement considérer de manière pratiquement obligatoire, je le dirais, des échanges EDI, c'est-à-dire des échanges électroniques qui vous permettent d'avoir une connexion entre votre back-office et vos canaux de distribution. Par exemple, pour opérer sur des plateformes comme Macy's, si vous n'avez pas une connexion EDI entre votre stock, votre facturation et Macy's, eh bien, vous ne pouvez pas opérer chez Macy's. Voilà. Donc, considérant le contexte d'un côté et considérant qu'il faut consolider une présence digitale forte, plus effectivement une adaptation de la stratégie et vous présenter dans un écosystème, eh bien là, vous pouvez rentrer dans la partie opérationnelle qui est celle de vendre en ligne sans être nécessairement présent aux États-Unis. J'ai un exemple d'une entreprise française qui vend des jouets que nous accompagnons depuis 4 ans et qui a effectivement un stock aux États-Unis et qui, depuis 4 à 5 ans, effectivement, qui opère aux États-Unis, a consolidé sa présence digitale et aujourd'hui, il est présent sur plusieurs marketplaces, une présence personnelle. Cette entreprise n'a pas encore, et peut-être qu'il n'en aura pas à court terme, de structure aux États-Unis, sans pour autant l'empêcher effectivement de faire des affaires aux États-Unis. Comment elle fait? Eh bien, elle se focalise, cette entreprise, sur 3 grands enjeux. Celui, 1, de vendre, 2, de construire des bases de données, d'emails et autres, mais aussi des audiences, et puis 3, de fortifier une marque. Ces 3 enjeux-là vont se déployer au niveau tactique sur différents éléments. Le premier, quand vous vous lancez aux États-Unis, c'est généralement indispensable de considérer un investissement en publicité. Alors, j'ai essayé de recenser là un certain nombre de programmes publicitaires. Ils ne sont pas tous présents. J'ai mis ceux qui, dans mon expérience, ont été les plus pertinents dans les dernières années, que ce soit en B2B ou en B2C, selon le typologie de produit ou selon le typologie de service que vous mettez en avant. Effectivement, vous allez pouvoir avoir un fort accès à des programmes publicitaires. Notre raison d'être quand il s'agit d'opérer aux États-Unis en mode publicitaire, c'est d'avoir un retour sur le dollar investi, ce qu'on appelle le ROAS, c'est-à-dire le retour sur l'investissement publicitaire. Il est important que 80% de votre budget soit dédié à la vente. Mais il est aussi important que 20% de votre budget soit dédié à la mise en place et à la fortification de votre connaissance de marque, déployer l'histoire de votre marque. Julien l'a fortement mentionné. Ça vous permet effectivement d'asseoir votre stratégie à court, moyen et long terme dans les ventes. En mode publicitaire, il faut considérer un retour sur investissement de l'ordre de 4 à 6 mois. Maintenant, c'est un investissement qui est coûteux et il est important de le compléter par une stimulation par email. Le vieil email marche, il continue à marcher aux États-Unis. Il est indispensable, effectivement, de pouvoir continuer à stimuler vos clients, vos prospects via email marketing. Là, votre focus, votre enjeu, c'est le retour sur investissement de votre effort, donc environ 60%, et aussi 40% sur le awareness. On parle d'un retour sur investissement beaucoup plus rapide, de 3 à 4 mois. Ça peut être beaucoup plus rapide si vous avez déjà accès à des bases de données aux États-Unis. Et c'est là que des réseaux, des accélérateurs, des incubateurs tels qu'étaient présentés par Alexandrie et Sharon étaient pertinents parce que vous pouvez très rapidement déployer vos messages par des médias de communication par email qui vous permettent d'accélérer grandement votre entrée sur le marché. L'email marketing est vieux, mais il marche encore. Il a un retour sur investissement extrêmement rapide et il faut impérativement l'intégrer dans votre stratégie.
autre élément de la stratégie, c'est le référencement organique. Le référencement organique, tout ce que je suis en train de vous présenter là, c'est des choses que vous faites vraisemblablement en France. La seule chose à laquelle je vous invite à considérer, c'est qu'aux États-Unis, il y a un éclatement très fort. En termes de référencement organique, le SEO est quelque chose que toutes les entreprises connaissent aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, il faut bien comprendre que Google n'a pas l'omniprésence que peut avoir Google en France. Google ne représente qu'une petite part de marché, 60 à 65% du marché aux États-Unis. Il est complété par Bing, il est complété par Yahoo, il est complété par DuckDuckGo. Et puis, je l'ai mis ici, il faut savoir quand même que le deuxième moteur de recherche le plus utilisé aux États-Unis et dans le monde entier en réalité, c'est YouTube. Donc, investir de l'énergie, faire un effort pour que votre positionnement organique soit pertinent, eh bien, c'est fondamental parce que c'est grâce à cela que demain, vous serez en mesure effectivement de voir votre flux de vente s'accélérer et se consolider dans la durée sans avoir à avoir une dépendance économique de la publicité. Dernier point, indispensable mais plus difficile à dominer, c'est toute la partie réseaux sociaux, relations publiques digitales, le fameux monde des influenceurs ou des ventes sociales. Alors là, on ne parlera pas de ROI. Désolé, c'est impossible de déterminer un ROI, mais comme le disait Julien, à chaque marché, aux États-Unis, il en existe une multitude, son réseau social. Il y a des réseaux sociaux pour tout et il est impératif de bien connaître en fonction de vos personas, de vos publics, de vos audiences, de vos acheteurs cibles, qui sont-ils? Rappelez-vous une dernière chose. Les États-Unis est un pays de melting pot. Il existe des communautés latino, des communautés asiatiques, des communautés indiennes. Certaines d'entre elles sont toujours actives sur des réseaux. Par exemple, si on regarde la communauté asiatique, eh bien, c'est peut être pertinent de s'insérer sur des réseaux comme WeChat ou autres, parce qu'effectivement, si bien ils sont aux États-Unis, les membres de la communauté chinoise continuent à être extrêmement vivaces sur des plateformes qui sont en dehors des États-Unis. Voilà un petit peu le panorama. Évidemment, c'est très difficile en 10 minutes et peut-être un petit peu plus, vous m'en excuserez, d'essayer de dresser un panorama, mais sachez que rentrer dans sur les marchés aux États-Unis requiert un accompagnement et il y a beaucoup de dispositifs à votre disposition. On l'a vu avec Alexandrine et Sharon. Il requiert une adaptation et un changement dans votre perspective stratégique. Et puis enfin, et là vous l'avez vu, une certaine plasticité et une capacité d'adaptation dans votre stratégie de commercialisation digitale. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, effectivement, pour rebondir, j'ai une première question qui s'adresse à toi. Oui. Donc, pour un business de vente de produits aux États-Unis, doit-on investir dans un vrai site au début ou alors on peut utiliser un site Shopify pour démarrer, par exemple? Alors, on a un vrai site pour un site Shopify, c'est à peu près la même chose. Sur Shopify, aujourd'hui, on peut concevoir une partie marchande et on peut et on doit, j'ai envie de le dire, consolider toute l'information de la marque et qu'on va utiliser sur Shopify. Et en plus, Shopify offre, par exemple, une plateforme de blogging qui est extrêmement pertinente. Maintenant, je reviens juste sur un petit aparté que j'ai mis en avant au début de ma présentation. Pour investir aux États-Unis, pour vendre aux États-Unis, pensez à mettre du stock aux États-Unis. C'est fondamental. Vous n'arriverez jamais à pénétrer le marché en envoyant du stock depuis l'Europe. Donc, voilà ma recommandation. Pas de différence entre un vrai site ou un site Shopify. Les deux sont des vrais sites et vous pouvez y aller si votre stock est aux États-Unis. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai une autre question pour l'autre Sébastien, Sébastien Abonnel. Comment avez-vous adapté votre business à la crise Covid? Un vrai challenge, un vrai challenge.
En tant qu'acteur du foot à 5, on a vraiment un business qui est physique. Donc, autant vous imaginer que l'impact du Covid a été très fort. Comment? Alors, on ne peut pas remplacer le physique, malheureusement, dans cette période de Covid, avec toutes les restrictions qu'il y a eu, les fermetures, etc. Par contre, ce qu'on a fait, c'est en occupant le terrain marketing et communication. Donc, on a établi une petite stratégie qui était un petit peu improvisée du coup du Covid. Donc, il a fallu un petit peu retomber sur nos pattes. Et du coup, on a fait une forte présence et une mini stratégie sur quelques mois sur la partie réseaux sociaux et communication. Donc, ça a été énormément de posts en mettant en avant la communauté locale. Ça a été énormément de jeux, à base de jeux, donc de récompenser les suiveurs, ceux qui s'engageaient avec nous. Donc, beaucoup de choses comme ça. Par contre, effectivement, ça a été un vrai challenge. C'est compliqué. C'est compliqué. On a traversé la période du mieux qu'on pouvait. Mais effectivement, la présence marketing et la stratégie marketing a fait qu'on a occupé plus le terrain sur l'aspect réseaux sociaux et communication que plutôt sur le terrain physique, effectivement. Merci beaucoup, Sébastien. Y a-t-il d'autres questions? Bon. Alors, si j'en ai une, quel est le meilleur État ou la meilleure ville pour le secteur biotech? Alors, je ne sais pas qui peut nous répondre, peut-être Moi, je vais Sharon? tenter. Oui, donc, bon, il y a bien sûr San Diego et Boston et San Francisco, donc le sud de la ville de San Francisco. Il y a aussi autour de Los Angeles, à Orange County, il y a pas mal d'activités en medtech. Plus côté tech, je dirais. Et puis, il y en a un peu partout, quoi. Il y en a en Caroline du Nord, enfin, il y en a un peu partout. Mais moi, je dirais que ces 3 ou 4 hubs sont les plus importants. D'accord. Merci beaucoup, Sharon. Une autre question pour toi. Faut-il se baser près des investisseurs aux États-Unis? Donc, ça, j'aurais dit il y a 2 ans, oui, parce qu'ils insistaient à ce qu'on soit à côté. Mais depuis Covid, il y a même eu des fonds qui ont dit, qui ont été mandatés par leurs investisseurs, par leurs fonds, d'aller chercher en Europe ou ailleurs, ou des coins très inventifs, d'aller chercher des boîtes et qu'ils n'ont surtout pas besoin de venir aux États-Unis parce qu'on brûle de l'argent, en plus qu'il faut garder pour autre chose. Et donc, je dirais de moins en moins. Merci beaucoup, Sharon. J'ai une question pour Julien. Faut-il investir dans le marketing avant d'aller aux US? Eh bien, en fait, oui, parce que le marketing, c'est pas juste de faire, comment dire, d'être sur les réseaux sociaux ou autre. Il faut investir donc sur une stratégie. Alors, investir, c'est en temps, en argent, en ressources. Donc, c'est beaucoup de choses différentes. Donc, de préparer le terrain. De préparer le terrain, ça nécessite de prendre du temps, comment dire, de travailler avec des prestataires qui vont préparer le terrain sur différents points, comme l'a dit Sébastien, que ce soit administratif, réglementaire, parce que effectivement certaines marques doivent pouvoir être au niveau réglementation doivent être top. Je pense au médical, je pense au cosmétique, tout ça, faut vraiment faire attention à tous ces points-là. Donc, oui, il faut préparer ça en amont. Je dirais, on peut passer une bonne année à préparer un saut aux États-Unis, enfin une implantation aux États-Unis. Donc oui, il faut bien préparer ça. Il faut établir un budget. Peut-être qu'on le dépassera, peut-être qu'on le dépassera pas. Mais oui, il faut prévoir non seulement un budget, mais une timeline en fait qu'il faut respecter pour pouvoir se lancer une fois qu'on a pu voir tous ces points-là. Merci beaucoup, Julien. J'ai une autre question, peut-être pour Sébastien Yanni. Alors, si on n'a pas encore de réseau retail, peut-on se passer du dropshipping et vendre directement au client final?
Si on n'a pas de réseau de retail et si on n'utilise pas le dropshipping, je vois difficilement comment vendre au client final. Maintenant, si on n'a pas de réseau retail, le dropshipping est la solution et effectivement la plus pertinente. Euh, je reviens encore une fois sur mon argument clé. Si votre stock est aux États-Unis, vous n'avez pas de réseau de retail, n'ayez aucun problème à avoir une structure logistique qui puisse faire du dropshipping parce que vous vous adressez directement au client final qui communique directement avec vous, qui prend la commande avec vous, vous lui envoyez directement la chose. Le canal de distribution n'est plus indispensable aujourd'hui aux États-Unis. Je voulais juste rajouter un mot sur tout ce qui est MedTech aux États-Unis. Il y a aussi Houston, où il y a qui est le site du plus grand centre médical du monde. Et on a tendance à oublier que Houston n'est pas que l'oil and gas. Et, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Sébastien, donc sur la question du fait d'avoir un stock aux US et autres. Moi, j'ai pas mal d'entreprises françaises qui, avec qui je suis en contact, qui me disent c'est difficile de vendre aux États-Unis sans avoir le stock aux US. Et il faut vraiment bien insister dessus parce que, par exemple, c'est une marque de produits alimentaires qui a un petit réseau de revendeurs sur les États-Unis avec lesquels ils travaillent. Mais le plus gros frein à leur développement qu'ils rencontrent, c'est effectivement d'avoir à faire le shipping depuis la France. Pourquoi? Parce que c'est coûteux, parce que c'est long et c'est aussi beaucoup de frais douaniers pour ces petites boutiques de revendeurs. Donc, c'est un très gros frein au développement pour cette marque. Et c'est pourquoi il faut effectivement trouver le partenaire, que ce soit logistique ou autre, localement. Merci beaucoup. Peut-être avant de conclure, quelqu'un veut avoir le mot de la fin? Soyons galants. Pardon. Vas-y, Sébastien, je t'en prie. Non, j'allais dire soyons galants et laissons à Julie, mais je crois que tu as quelque chose à dire, Sébastien. Ton expérience est... Non, pas forcément. Non, mais je pense que à travers l'intervention de tous les acteurs du panel aujourd'hui, il y a une mise en garde. Plutôt, c'est de dire attention, le marché est très porteur. Attention, il y a beaucoup d'opportunités, de belles perspectives sur ce marché-là qui est immense, mais soyez préparés. Soyez préparés, entourez-vous. Effectivement, après, je parle sous couvert des autres, mais que ce soit au niveau marketing, au retail, quoi que ce soit, évidemment, il est important de préparer sa stratégie marketing, il était important de planifier sa stratégie aussi opérationnelle. Comment on va attaquer ce marché-là, dans quel cadre, effectuer une timeline aussi, définir une timeline qui est très importante. Voilà, tous ces petits aspects d'un business pour qui dure à long terme sur le marché américain. Merci beaucoup, Sébastien. Très bien résumé. Merci pour ce panel. C'était vraiment enrichissant, intéressant. Donc, pour nos spectateurs, vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de French Cluster. Et puis, on vous dit à bientôt pour la suite du programme. Merci à tous et à bientôt.